comme convenu, on va parler aujourd'hui du framework Hibernate. Donc, c'est l'un des frameworks les plus utilisés dans la technologie G2E. Donc, c'est un framework de mapping objet relationnel. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler directement avec la partie relationnelle, avec la base de données, on va plutôt passer par les objets. C'est-à-dire on va travailler avec les classes, on va instancier des objets à travers les classes, et par la suite, on va juste les persister et les envoyer vers la base de données. Donc, il faudrait juste configurer la manière avec laquelle on va projeter un objet avec les attributs vers une table avec les colonnes de la table. Donc c'est la raison pour laquelle l'utilité du framework Hibernate, c'est de faire le mapping entre l'objet, tout ce qui est objet, avec ce qui est relationnel. Donc dans l'approche, bon, déjà il faut définir c'est quoi Hibernate. Donc c'est un outil ou bien cadre logiciel, framework de persistance libre. Donc lorsqu'on parle d'un objet qui est persistant, ça veut dire que c'est un objet qu'on va préparer soit pour l'envoi vers la base de données ou bien pour l'envoyer via le réseau. Il se peut que dans une architecture distribuée, on va déclarer un objet dans une machine, dans un serveur d'objets, et on va le récupérer à partir d'un client. Donc, la persistance, il faudrait que l'objet soit persistant pour que l'on puisse récupérer ou bien l'envoyer vers la base de données. Donc, ce framework qui permet de gérer la persistance des objets en base de données relationnelles. Donc, la possibilité d'être utilisée aussi bien dans un développement client lourd que dans un développement web léger. C'est-à-dire que le framework Hibernate, on peut l'utiliser même dans un simple projet Java, qu'on peut l'utiliser dans un projet web. Parmi les avantages de Hibernate, c'est que le code SQL il est généré à l'exécution. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec du code SQL, mais si jamais on a besoin de vérifier le code SQL qui va s'exécuter en arrière-plan, donc on peut juste modifier une propriété de telle sorte à dire que show SQL est égal à true et directement à chaque fois qu'on va solliciter une fonction prédéfinie, par exemple une méthode save qui permet de stocker un objet dans la base de données, donc lorsqu'on va afficher le code SQL correspondant, donc on va trouver que le correspondant au niveau de SQL c'est insert into values avec les valeurs qu'on va insérer dans la table. Donc la configuration, bien la structure de ce framework, donc il y a un client d'un côté, il y a la couche de présentation, donc toujours il y a la couche présentation, couche service, couche métier, donc tout ça il est déjà configuré que ce soit au niveau du client ou bien au niveau du serveur. Maintenant la couche d'accès aux données, donc c'est la couche qui permet qui permet d'assurer la connectivité ou bien l'accès à une base de données distante. Donc on peut travailler avec une architecture 3 tiers, donc le client généralement c'est un client web léger. Le serveur, on va y déployer l'application et il y aurait un serveur base de données donc, auquel on va se connecter. Donc la base de données avec des données de configuration, donc on va travailler avec des données de configuration, ça permettrait de donner un service de persistance. Donc ça veut dire que lorsqu'on va essayer d'envoyer l'objet vers la base de données, ou bien envoyer des informations vers la base de données, donc on va prendre l'objet à partir de la couche métier, des classes dont on dispose, et on va instancier l'objet à travers la couche d'accès aux données, donc on va l'envoyer vers la base de données. Donc le but de cette architecture, c'est de transférer des classes Java dans les tables de base de données. C'est-à-dire, les classes Java, ils permettent d'instancier des objets, et les objets, on va les envoyer, les transférer vers la base de données. Et donc, toutes les informations qui étaient dans les attributs des objets, on devrait les retrouver dans les champs de la table correspondante à cet objet-là. Donc l'approche traditionnelle, bon, c'est la même chose qu'on a utilisée dans le premier semestre avec le GDBC. Donc on avait une logique métier, c'est-à-dire on avait des fonctions, on avait des classes avec les attributs, des méthodes et ainsi de suite. Mais lorsqu'on voulait insérer dans la base de données, donc on n'exploitait pas les classes dont on dispose, mais on travaillait avec du code SQL, c'est-à-dire que le code SQL, on n'avait pas fait le lien avec la logique métier. Donc on avait la logique métier d'un côté, les classes, les méthodes, les attributs. Et d'un autre côté, on avait les requêtes, les statements, prepare statements avec du code SQL. Et lorsqu'on cherche à insérer une valeur, par exemple, ça revient juste ça revient à prendre une requête SQL et d'y injecter les valeurs qu'on cherche à ajouter sans passer par les classes. Alors qu'avec le Hibernate, qui est le framework de persistance, on ne peut plus solliciter directement la base de données. On est obligé de passer par la logique métier, on est obligé de passer par les classes, de faire le mapping objet relationnel avant de pouvoir manipuler les informations à travers la base. Bien sûr, lorsqu'on dit manipuler les informations à travers la base, on parle aussi bien de l'insertion comme on parle des opérations dans l'autre sens. Par exemple, même la sélection, on va la faire dans la même logique qui est orientée objet. Donc l'avantage c'est qu'on va exploiter la logique métier, les classes dont on dispose, on est obligé de passer par les classes. Et la deuxième des choses, c'est que le SGBD, donc on n'a plus de communication directe avec le SGBD. Donc on ne peut plus envoyer des requêtes SQL vers le SGBD.
mais on est obligé de passer par nos classes. Et lorsqu'on dit les classes, donc ce sont les attributs, les méthodes, donc on a une manière avec laquelle on peut contrôler l'accès à la base de données. Donc l'architecture d'Hibernate, c'est qu'il y a toujours la couche applicative, il y a l'objet persistant, c'est l'objet qu'on va construire à travers des classes persistantes. Par la suite, pour Hibernate, donc pour configurer Hibernate, il y a deux manières de le faire. Soit en utilisant les annotations, c'est-à-dire écrire des annotations arrobase à l'intérieur, comme ce qu'on a fait avec les servlettes. Lorsqu'on a essayé de configurer une servlette, on a dit qu'il y a deux manières de le faire. Soit on va le configurer avec un fichier XML, c'est-à-dire dans le fichier web.xml, on va déclarer la servlette avec des balises XML, soit on pouvait utiliser les annotations. Donc la même chose au niveau de Hibernate. On peut travailler avec des fichiers XML comme on peut travailler avec les annotations. Donc dans un premier temps, on va essayer de voir comment faire avec le fichier Hibernate, le fichier XML. Donc pour le fichier XML, on aura besoin de deux fichiers. Il y a un fichier de mapping et il y a un fichier de configuration. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans le fichier de configuration? On retrouve toutes les informations dont on a besoin pour établir la connexion à la base de données. Ça veut dire l'URL, mot de passe, utilisateur, donc on va les mettre dans le fichier de configuration. Alors que le mapping file, ou bien le fichier de correspondance, c'est lui dans lequel on va faire le lien entre la classe et entre la table. On va faire le lien entre les attributs de la classe avec les colonnes qui se trouvent au niveau du table. De telle sorte, lorsqu'on va créer un objet, et on va y insérer, on va l'instancier à travers des valeurs. Ça veut dire on va mettre dans les attributs de l'objet, on va mettre des valeurs. Lorsqu'on va essayer d'insérer ou bien d'envoyer cet objet vers la base de données, à travers le fichier de mapping ou bien de correspondance, donc il va pouvoir faire le lien entre les attributs de la classe, qui contient déjà des valeurs, et les colonnes ou bien les champs de la table dans lesquels il doit insérer ces valeurs qui sont dans les attributs. Donc c'est le fichier de mapping qui va assurer le lien entre tout ce qui est orienté objet avec ce qui est relationnel. Et bien sûr, de l'autre côté, donc il y a la couche base de données. Donc dans ce cas, il va toujours passer par Hibernate de telle sorte à ce qu'il puisse se connecter à la base et manipuler les informations depuis la base. Maintenant, à l'intérieur de Hibernate, donc il y a plusieurs classes, plusieurs interfaces qu'on va utiliser. Donc on va créer des sessions, à partir de sessions factorielles, on va créer des transactions, on va utiliser des connexions provider pour établir la connexion, on va utiliser des transactions. Donc tous ces objets-là qui sont à l'intérieur du framework Hibernate, ce sont des classes et des interfaces qu'on va manipuler. Maintenant, pour se connecter à la base de données, donc on devrait toujours solliciter des API de Java. Bon, on va utiliser toujours l'API JDBC, donc c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Comme on peut utiliser GNDI avec un serveur de nom, comme on peut travailler avec l'API des transactions. Donc on peut travailler avec les trois. Donc dans un premier cas, on va essayer de voir comment manipuler le Hibernate avec le JDBC. Donc le JDBC, c'est toujours le lien, ou bien l'API qui permet de faire le lien entre la couche applicative et la base de données. Donc on a dit que pour configurer Hibernate, donc il y a deux manières de le faire. Soit on va utiliser l'API native implémentant le service de base pour la persistance, c'est-à-dire ce sont des données au format XML. Maintenant à l'intérieur, pour manipuler les objets, on a le choix entre deux choses. Soit on va utiliser des méthodes prédéfinies. Par exemple, pour enregistrer, on peut mettre save, et spécifier l'objet sur lequel on souhaite appliquer la méthode save. Sinon, on peut travailler avec un langage propre à Hibernate. Donc, c'est le langage HQL, Hibernate Query Language. Donc, il ressemble plus ou moins à SQL. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu de Structured Query Language, donc on a Hibernate Query Language. Donc, il ressemble plus ou moins à SQL, mais il a des particularités. Donc, on va essayer de le voir par la suite. Comment on peut travailler avec des annotations? Donc, on a dit que pour configurer, bon, lorsqu'on parle des annotations, on ne parle pas du fichier de configuration. Donc le fichier de configuration, il est toujours là, dans lequel on va spécifier les informations qui sont nécessaires pour établir la connexion à une base de données. Mais on parle plutôt du fichier de correspondance. Donc le fichier de correspondance, soit on peut le déclarer comme étant un fichier XML, comme on peut travailler avec les annotations. Donc les annotations, ils remplacent le fichier XML de mapping par des annotations GDK 5.0, implémentant les annotations de standard GPA. Java Persistence API, annotation spécifique à Hibernate. Donc les objets et les classes dont on aurait besoin, donc on a dit qu'il y a le session factory, c'est comme une usine qui permet de fabriquer des sessions. Donc c'est un élément qui permet de créer des sessions et les clients qui vont se connecter à travers cette connexion. Donc ça c'est une interface qui va fournir une méthode afin de récupérer les objets de chaque session. Donc on peut lier un objet à une session de telle sorte à ce qu'on peut le récupérer par la suite.
Donc à partir de session factory, on peut créer des objets de type session. Donc cet objet, il présente une interface entre l'application et les données de la base de données. Donc il fait partie de org hibernate.session. Donc bien sûr, la première des choses, il faut importer, il faut ajouter Hibernate dans le dossier librairie de notre projet pour qu'il puisse reconnaître toutes les classes et les interfaces qui sont définies pour Hibernate. Donc cette interface, il présente des méthodes d'insertion, de mise à jour, de suppression des objets, aussi bien que des méthodes de transaction, query et criteria. Donc on peut travailler avec des méthodes simples d'insertion, de mise à jour et de suppression, mais on peut travailler aussi par des méthodes prédéfinies plus complexes qui permettent de, par exemple, criteria, ça permet de récupérer une valeur selon des critères. Donc au lieu de mettre select, étoile, from, where et ajouter des conditions, donc on peut travailler juste avec des criteria ou bien des critériums. Donc les transactions, l'objet transaction, il spécifie l'unité atomique de travail. Donc comme vous savez, l'utilité de la transaction, c'est qu'on peut, c'est comme une unité atomique, ça veut dire toutes les instructions qui sont à l'intérieur de la transaction, soit on va tout exécuter, soit on va rien exécuter. Donc c'est une unité atomique, ça veut dire on n'a pas le choix, on ne peut pas exécuter des instructions et ignorer d'autres instructions si jamais ils vont déclencher des exceptions, mais soit c'est tout ou rien. Donc soit on va tout exécuter, soit on va rien exécuter. Et le connection provider, c'est l'unité de connexion JDBC, donc il va fournir une abstraction des applications à partir du driver manager ou bien du data source. Donc de même, pour établir la connexion à une base de données à travers l'API JDBC, donc on ne va plus le mettre dans le code, on ne va plus mettre driver manager.getConnection et spécifier l'URL, mot de passe utilisateur, mais tout ça on va le déclarer dans le fichier XML. Et à l'intérieur du code, on a juste besoin de charger le contenu du fichier XML pour établir la connexion. Donc soit on va travailler avec le driver manager, soit on peut déclarer ce qu'on appelle des data sources. Ça veut dire qu'au niveau du fichier XML, donc on peut déclarer des data sources et à chaque fois qu'on a besoin de se connecter à cette source de données, donc on va juste la charger. Donc parmi les points forts de Hibernate, donc c'est un framework qui est open source. Donc le cadre de travail Hibernate est distribué selon la licence LGPL. Donc la performance, donc c'est qu'il est rapide d'exécution due à l'utilisation de cache interne au framework. Donc pourquoi il est rapide et quel est le lien entre le cache et la performance? Ça veut dire que si jamais on a plusieurs, dans l'approche traditionnelle, si on avait plusieurs requêtes SQL pour les exécuter, on va exécuter, on va envoyer la requête vers la base de données, on va récupérer le résultat. On va passer à la deuxième, on va exécuter, attendre le résultat pour passer à la troisième. Ça veut dire à chaque fois, on va solliciter le SGBD et on va retourner après le fait de solliciter le SGBD. Alors que du côté de Hibernate, donc il a une mémoire cache, un cache qui est interne. Supposons qu'on a plusieurs instructions. Déjà, on travaille avec les transactions. Ça veut dire qu'il va valider, il va exécuter toutes les requêtes, il va les mettre sur le cache et il va les exécuter une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il va solliciter le SGBD une fois pour toutes. Donc c'est un cache d'ordre 1 qui est utilisé par défaut. Il y a aussi un autre de deuxième niveau. Donc la maintenabilité aussi, le fait d'utiliser une mémoire tampon entre les deux modèles pour isoler les modifications mineures de chaque modèle. C'est-à-dire on va isoler les modifications. Une fois on va valider la transaction, on va solliciter la méthode commit pour valider la transaction. C'est là qu'il va essayer de valider tout ce qui était dans le cache. Aussi, parmi les points forts de Hibernate, donc on a dit qu'il possède son propre langage de requête indépendant. Donc il dispose de son propre langage de requête qui est le HQL, Hibernate Query Language, qui est une version orientée objet de SQL. Donc on a dit qu'il ressemble à SQL, mais il ne l'est pas. Ça veut dire que SQL, c'était des requêtes SQL dans lesquelles on va juste insérer des données qu'on cherche à manipuler. Alors que pour la HQL, on ne va plus solliciter des valeurs qui sont statiques, mais on va passer plutôt par des objets. Donc supposons par exemple on a une classe qui s'appelle étudiant. Et dans la base de données, on a une table qui s'appelle table étudiant. Donc si on veut travailler avec SQL, on va mettre select étoile from table étudiant. Mais si on veut travailler avec le HQL, déjà on ne va pas mettre select étoile parce qu'on ne veut pas récupérer, on ne peut pas récupérer un attribut, bien récupérer un objet, mais juste récupérer des attributs de l'objet. Mais on ne peut que récupérer l'objet en entier. Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'on va mettre, au lieu de mettre select étoile from table étudiant, on va mettre directement from étudiant. Donc directement il va charger l'objet à travers la classe. Donc c'est une approche orientée objet parce qu'on va utiliser les classes et non pas les tables. Et on va gagner au niveau de l'écriture, donc c'est pas la peine de mettre select étoile, on met juste from et le nom de la classe. Donc c'est juste un simple exemple, on aurait l'occasion
de revoir l'utilisation du SQL. Donc dans ce cas, pas la peine d'écrire des requêtes pour chaque base de données. Pas besoin de changer les requêtes en cas de changement de la base. C'est-à-dire que même si on va changer au niveau de la base, on va changer carrément la base de données. C'est pas la peine de changer dans le code. On va juste changer dans le fichier XML. Ça veut dire que si jamais on avait une base de données, mais on voulait migrer vers une autre base de données. Donc il suffit de revenir vers le fichier XML de configuration et modifier le nom de la base. Pas la peine de modifier dans les classes. Parmi les avantages de Hibernate, c'est la création automatique des tables. Donc lorsqu'on a parlé euh, au niveau du projet, je vous ai dit que ce n'est plus la peine de travailler avec le langage, avec le modèle MCD. C'est-à-dire c'est pas la peine de générer les tables à la main. Donc parmi les points forts de Hibernate, c'est que si jamais on a les classes, et on va les configurer, on va faire le mapping soit avec les annotations, ou bien avec le fichier XML. Donc le Hibernate, il donne la possibilité de créer les tables automatiquement sans avoir à les générer manuellement. Donc il va faire le lien entre ce qui est classe, ce qui est orienté objet avec ce qui est relationnel. Lorsqu'il va s'apercevoir que la base de données elle n'existe pas, donc il va la créer pour la première fois, mais il ne va pas la créer comme étant une base de données qui est vide, mais il va la créer avec les tables. Et comment il va faire pour connaître les tables? Donc il va les configurer directement à travers les classes, soit avec les annotations, soit avec le fichier XML de mapping. Il permet aussi de simplifier les jointures complexes. Donc même les jointures, on va les configurer. Si jamais dans le diagramme de classe, on a par exemple une classe d'association, donc même ça, on peut le configurer de telle sorte à pouvoir générer une table de jointure qui est l'équivalent d'une classe d'association. Donc l'équivalent d'une classe d'association, une classe qui dépend juste de l'association. Donc c'est une table de jointure au niveau de la partie relationnelle. Il permet aussi de générer des statistiques et des statuts de base de données. Donc ça, de même, il y a une manière de le faire sans avoir à réimplémenter tout ça. Donc on va essayer de voir un simple exemple de configuration d'Hibernate. Donc on va commencer par le premier fichier. On a dit que pour configurer Hibernate, on a besoin de deux fichiers. Il y a le fichier de mapping, il y a le fichier de configuration. Mais avant de travailler avec le fichier de mapping, la première des choses, il faut construire le fichier de configuration de telle sorte à ajouter les informations pour établir la connexion à la base de données. Donc pour le fichier de configuration, donc de même, il y a trois manières de le faire. Soit on va le faire au niveau du programme, c'est-à-dire dans le code, soit à travers un fichier de propriété qu'il faudrait charger par la suite, soit on va créer un fichier XML. Bon, parmi les trois, le plus recommandé, c'est de travailler avec un fichier XML. Pourquoi ça? Parce que ça permet de séparer. Donc on ne va pas charger, on ne va pas configurer Hibernate dans le code à l'intérieur des fichiers Java, mais on va le configurer à travers un fichier XML. De telle sorte, si jamais on a besoin de modifier quoi que ce soit, il faut directement se rediriger vers le fichier XML et modifier le contenu. Donc soit on peut le faire par programme, c'est-à-dire on peut déclarer un objet configuration et le charger à travers des fichiers XML. Soit on peut, donc il faut juste les charger en ajoutant des classes et modifiant des propriétés. Donc tout ça on va le modifier à l'intérieur du code Java. Maintenant, avec un fichier de propriété comme ce qu'on a utilisé dans le GSTL FMT, donc on va déclarer un fichier properties et toutes les instances de l'objet properties, donc on va les ajouter à l'intérieur de ce fichier-là. Et donc de même, il faudrait se placer dans le répertoire racine de classe path et utiliser une instruction pour modifier toutes les valeurs. Donc de même, ce n'est pas une approche qui est très recommandée. Donc l'approche la plus recommandée, c'est de travailler avec un fichier XML. Donc un fichier XML. Bon, pour le nom du fichier XML, on a le choix. Bon, l'extension, on n'a pas le choix. C'est toujours un fichier XML. Mais pour le nom du fichier, on a le choix. On peut utiliser n'importe quel nom. On peut mettre nom fichier configuration.xml. Mais pour suivre les conventions pour le choix du nom, donc généralement, on utilise hibernate.cfg.xml. Ça veut dire que quelqu'un qui va essayer de voir, donc quelqu'un qui va essayer d'interpréter ce fichier-là, il va trouver qu'il s'appelle Hibernate CFG, donc automatiquement il va savoir les conventions pour le choix du nom, donc il va savoir que c'est un fichier de configuration de Hibernate. Donc CFG c'est en référence à configuration. Donc la première étape c'est de créer un fichier hibernate.cfg.xml. Donc à l'intérieur du fichier, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc c'est une configuration de Hibernate, bien sûr il y a des en-têtes, les métadonnées, donc ça il faudrait l'ajouter et spécifier le fichier DTD pour le fichier de configuration. Bon, le fichier DTD c'est un fichier il permet de vérifier la syntaxe du fichier XML. Est-ce qu'il répond à la syntaxe du fichier de configuration? Donc à l'intérieur duquel on va créer les deux balises configuration, Hibernate configuration.
et à l'intérieur duquel on va créer des sessions factory. Maintenant, entre les deux, c'est là qu'on va spécifier les propriétés pour établir la connexion. Bien sûr, la première des choses, bon, déjà ici, on a spécifié le fichier DTD d'une manière qui est distante, c'est-à-dire on a mis le chemin de ce fichier DTD. Mais supposons qu'il y avait un problème au niveau de la connexion à Internet, donc on peut le configurer comme un fichier local. Donc au lieu de mettre public, on peut mettre système et on va juste récupérer le fichier Hibernate DTD et on va le mettre à l'intérieur du projet. Bon, dans ce cas, on ne va pas se retrouver dans ce problème parce que tout le monde il est connecté. Donc puisque vous êtes connecté, donc il va pouvoir retrouver ce fichier DTD et l'utiliser pour vérifier la syntaxe du fichier de configuration. Bon, ça c'est juste dans le cas lorsqu'il n'y a pas de connexion, on peut déclarer les fichiers de configuration et de mapping, on peut le récupérer des fichiers DTD et les ajouter directement dans le projet. Bon, ça, on ne va pas se retrouver avec cette situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur du fichier hibernate.cfg.xml? Donc on a dit que la première des choses, il faut déclarer la balise Hibernate configuration. Il faudrait la fermer à la fin. De même, il faut déclarer une session factory. Maintenant, à l'intérieur de session factory, on va retrouver toutes les valeurs dont on a besoin pour établir une connexion. Par exemple, on va mettre connexion driver class. Donc ça, c'est pour mettre le nom du driver JDBC. Par exemple, si on travaille avec le PostgreSQL, donc de même, il faut spécifier que c'est org.postgresql.driver. Si vous allez travailler avec le SGBD MySQL, de même, il faut mettre com.mysql.gdbc.driver. Connexion URL, donc là, il faut mettre l'URL de la base de données. Bon, il faudrait le mettre comme une valeur de l'URL entre les deux balises property name est égal à connexion URL. Connexion username, de même, il faut spécifier le nom d'utilisateur. Password, demain il faut spécifier le mot de passe. Donc ça, ce sont les informations qu'on a utilisées dans l'approche traditionnelle, lorsqu'on avait utilisé le GDBC avec le SQL. Donc c'était les mêmes informations, on n'a rien changé. Mais pour Hibernate, donc il y a des choses qu'on peut ajouter. Par exemple, on peut spécifier le connection pool size. Donc connection pool size, c'est pour la taille max du GDBC connection pool, c'est-à-dire qu'il y a combien d'utilisateurs qui peuvent se connecter en même temps. Par la suite, on peut spécifier la propriété dialecte. Donc dialecte, c'est le type de dialecte SQL propre à chaque SGBD. Donc là, si on va travailler avec PostgreSQL, donc il faut spécifier que le dialecte avec lequel on va travailler, c'est le dialecte de PostgreSQL dialecte. Donc il se peut que vous allez me demander pourquoi on va spécifier le dialecte, sachant qu'on ne va pas travailler avec le SQL. Donc déjà le dialecte, pourquoi spécifier le dialecte? Parce que chaque SGBD, c'est vrai que le langage SQL c'est un langage qui est universel, mais il a des particularités par rapport d'un SGBD à un autre. Donc il y a des choses qui changent, c'est la raison pour laquelle il faut spécifier le dialecte. Et en plus de ça, on ne va pas manipuler le code SQL, mais on a dit que parmi les avantages de Hibernate, c'est qu'on peut afficher le SQL. Par exemple ici on a mis afficher la requête SQL à chaque exécution, ça veut dire que si jamais on va solliciter juste la méthode qui permet de stocker l'objet dans la base, on peut spécifier, on veut afficher en arrière-plan le code SQL qui serait généré. On peut mettre la valeur show SQL à true, donc de telle sorte à ce qu'il puisse nous afficher le code SQL relatif à chaque opération qu'on va faire. Et puisqu'il va afficher le code SQL, donc on devrait lui spécifier le dialecte dans lequel on souhaite afficher ce code SQL. Parmi les propriétés les plus importantes aussi, c'est la propriété HBM de DDL.auto. Donc cette propriété, elle prend les valeurs create, update ou bien create or update. Donc create, ça veut dire que si jamais la table n'existe pas, il va la créer. Donc ça c'est l'utilité de cette propriété, c'est lorsqu'on n'a pas la base de données. Donc plutôt lorsqu'on n'a pas les tables de la base de données. Donc dans ce cas, il va créer les tables à partir des classes. Donc si vous allez mettre comme quoi c'est create, donc dans ce cas, il va créer les tables pour la première fois. Par exemple, si on met update, il ne va pas créer la table pour la première fois, mais il va juste mettre à jour si jamais il y a des modifications. Donc c'est l'utilité de ce script qui est le HBM de DDL.auto. Donc les valeurs qu'on peut mettre dans cette propriété, donc soit on va mettre no one. Donc c'est quoi no one? Ça veut dire ne rien faire. Donc c'est comme si on va pas mettre cette propriété. No one, ça veut dire que si jamais il va trouver la table, il va travailler avec cette table. Si jamais il ne va pas la retrouver, il ne va pas la créer, mais ça va générer une exception. Donc create, on a dit que create, si jamais il ne va pas la retrouver, il va la créer. Update, ça veut dire qu'il va juste toujours mettre à jour la table, la base. Validate, ça veut dire que si jamais il va trouver les tables, il ne va pas y toucher, il va garder les mêmes tables. Et create drop, ça veut dire qu'au début, on va créer les tables.
et à la fin on va les supprimer. Ça veut dire que si jamais c'est une table qui est temporaire, on n'a pas besoin de garder cette base de données après l'exécution, mais on veut juste créer la base de données, on va l'utiliser, on va l'exploiter dans l'exécution, mais par la suite on n'a plus besoin de ça, on va la drop. C'est comme si on va mettre créer database, et à la fin on va solliciter la requête drop table et le nom de la table qu'on a créée. Donc ça c'est pour le fichier de configuration. On a dit que la première des choses, il faudrait spécifier le fichier de configuration. Par la suite on parle ici du fichier de mapping, mais avant de travailler avec le fichier de mapping, on doit disposer des classes. Donc la prochaine étape c'est de créer les classes et faire la correspondance entre les classes et les tables. Donc le mapping ou bien la correspondance, c'est faire le lien entre le Java, les classes de Java, avec les tables qui se trouvent dans le SGBD. Donc là, il faudrait spécifier les valeurs composées à travers les entités persistantes. Donc ça permet de faire le lien entre les instances de Java avec les lignes qui sont dans la table. Donc ça permet de faire le lien entre un objet Java, un objet qu'on va créer à travers la classe, et faire le lien avec la ligne qui se trouve dans la table. Plutôt donc il va faire le lien entre les attributs de l'objet avec les colonnes qui sont dans la table. Et quel est l'équivalent entre une instance d'un objet? Donc le fait de créer un objet, ça veut dire qu'il a son équivalent comme un enregistrement dans la table. Un enregistrement, c'est une ligne. De même, il faut faire le lien entre les types simples Java avec les colonnes qui sont dans une table de type SQL. Donc comme vous le savez déjà, les types qui sont dans Java, ce n'est pas la même chose qui est du côté de SQL. Par exemple, si on prend une chaîne de caractères au niveau de Java, c'est string, mais au niveau du SGBD, au niveau de SQL, c'est texte ou bien varchar, ça dépend du SGBD. D'ailleurs, c'est parmi les raisons pour lesquelles il faudrait spécifier le dialecte du SGBD. Donc, transfert automatique dans les deux sens. Donc, toujours ce transfert, bon, déjà dans les deux sens, ça veut dire ça peut être une insertion, ça veut dire de Java vers la base de données. Comme ça peut être une sélection de la base de données, on va charger un objet, on va charger les informations dans un objet de type Java. Donc ça permet de réduire le temps de développement. Ce n'est plus la peine de se perdre dans les requêtes SQL. On va directement travailler avec les objets dont on dispose déjà à travers la classe. Et les avantages, c'est que le code SQL GDBC, il est généré automatiquement. Donc ça permet même de contrôler ce qui se passe en arrière-plan. Maintenant, à l'intérieur du fichier de configuration, il faut faire le lien vers le fichier de mapping. Donc lorsqu'on va déclarer un fichier de configuration, à la fin, il faut spécifier quel est le fichier qui serait utilisé pour le mapping. Donc la même chose, lorsqu'on a essayé de créer le fichier de configuration, on a parlé pour la convention du choix du nom, on a mis hibernate.cfg.xml en référence à Hibernate configuration. Là, lorsqu'on va essayer de faire le mapping, donc le fichier, le nom fichier, on doit mettre, c'est le nom de la classe. Par exemple, si on veut faire le mapping de plusieurs classes, donc on peut spécifier un fichier, un nom d'un fichier. Mais si on va faire le mapping d'une seule classe, donc on peut spécifier le nom de la classe. Donc mapping resource, on va spécifier, c'est le nom d'un fichier suivi de HBM en référence à hibernate mapping.xml. Donc généralement, il faut mettre CFG. Bon, c'est juste pour la convention du choix du nom, c'est juste un nom qu'on va choisir. Mais c'est mieux d'adopter toujours ces conventions du choix du nom. Comme ça, on va standardiser les noms qu'on va choisir. Donc pour le fichier de configuration, on va mettre cfg.xml. Et pour le fichier de mapping, on va mettre hbm.xml. Une fois on va déclarer dans le fichier de configuration un lien ou bien le nom du fichier de mapping, donc on peut se positionner dans le fichier de mapping et faire le lien entre une classe et une table. Donc pour un premier exemple, supposons qu'on veut gérer les employés. Donc la première des choses, il faut disposer de la classe employé. Donc supposons un employé, c'est un identifiant, first name, last name et un salaire. Donc là, il faudrait à partir de la classe créer des objets persistants et à travers le fichier ou bien le framework Hibernate, à travers les fichiers de configuration et de mapping. Bon, configuration, ça permettrait d'établir la connexion à une base de données distante. Et le fichier de mapping, ça permettrait de faire le lien entre cet identifiant, par exemple, cette propriété, avec la propriété qui se trouve dans une table. Ça veut dire que lorsqu'on va créer une classe ou bien un objet à travers la classe, donc là on parle d'un Java Bean. Donc c'est quoi les Java Bean? Ce sont des objets persistants. Donc chaque classe qui est persistante, une entité qui est persistante, le fait de créer un objet à travers la classe persistante, donc on parle d'un Java Bean. Donc un document de mapping, donc on a besoin d'une classe, donc c'est la classe employée, à partir de laquelle on va créer des beans. On a besoin d'un document de mapping, ça veut dire que ça permet d'associer les propriétés, c'est-à-dire les attributs de Java avec les propriétés ou bien les colonnes d'un SGBD relationnel. Et on a besoin d'un document de configuration, c'est lui qui va établir la connexion à la base de données
et qui permet de référencer le fichier de mapping. Donc supposons, pour un premier exemple, on a une classe employé. Donc dans employé, il y a plusieurs, donc il y a 4 attributs. Il y a l'identifiant, first name, last name et le salaire. Bien sûr, pour que ça soit un bill, pour que ça soit une classe qui est persistante, donc il y a des choses auxquelles qu'il faut respecter. La première des choses, il faudrait que tous les attributs soient déclarés comme étant privés. Donc ça permet d'encapsuler les attributs. En plus de ça, on doit s'assurer de la présence d'un constructeur par défaut. Et chaque attribut, on doit déclarer son accesseur et son modificateur. Ça veut dire qu'on doit s'assurer qu'il y a au moins le constructeur par défaut. Par la suite, il faut déclarer autant d'accesseurs modificateurs que de propriétés. Donc là, bon, on peut le générer automatiquement au niveau de Nesmith, c'est pas la peine de l'écrire à la main. Une fois on va créer la classe, il faut se positionner dans le fichier de mapping et faire le lien entre cette colonne, ou bien cet attribut avec quelle colonne, l'attribut first name, où est-ce qu'on va le stocker dans quelle colonne, l'attribut last name, dans quelle colonne on va le stocker, et de même pour le salaire, où est-ce qu'on va le stocker. Donc une classe persistante doit avoir forcément un constructeur sans argument. La propriété ID contient la valeur d'un identifiant unique, donc puisque on va projeter la classe vers une table, et au niveau de la table, on est obligé toujours d'avoir une clé primaire. Donc de même, lorsqu'on va essayer de mapper ou bien de faire la correspondance entre la classe et la table, il faut spécifier quel est l'attribut qui va jouer le rôle d'identifiant. Donc dans notre cas, par exemple, ID, c'est lui qui va jouer le rôle d'identifiant, et c'est lui qui va jouer le rôle de clé primaire au niveau de la table. Toutes les classes d'entité persistante, ainsi que les classes dépendantes de moindre importance, ont besoin d'un attribut identifiant. Donc toujours, puisqu'on va le projeter vers une table, donc toujours s'assurer de la présence d'un objet de type ID, ou bien d'un identifiant. Donc c'est quoi la correspondance? C'est prendre la classe, donc ça supposons c'est la classe, et ça c'est la table. Donc la correspondance, c'est faire le lien entre chaque attribut avec la colonne, de telle sorte lorsqu'on va créer un objet persistant, on va créer un bin à partir de la classe employée, il saurait prendre les informations qui sont dans les attributs et les mettre dans les colonnes, de telle sorte qu'on va mettre employé E est égal à new employé avec l'identifiant 10, first name Ahmed, salaire 10 000. Donc une fois on va l'enregistrer, il va prendre les informations qui étaient dans ID, il va les ajouter dans cette colonne, il va prendre first name, il va le mettre dans cette colonne, last name, il va le mettre ici, et le salaire, il va le mettre dans la dernière colonne. Donc l'opération de mapping, elle sert à lier chaque entité, ou bien chaque attribut de l'entité avec la colonne qui lui est dédiée. Donc cette opération se fait à travers un fichier XML, mais pas exclusivement avec le fichier XML. On a dit que soit avec un fichier XML, soit avec le mapping. Donc dans un premier cas, on va essayer de travailler avec le fichier XML. Donc c'est le fichier qui porte l'extension .xml et qui est précédé par le HBM, Hibernate Mapping. Donc à l'intérieur du fichier Hibernate Mapping, donc on va déclarer des classes. Bon, puisqu'on peut faire le mapping de plusieurs classes, donc on peut déclarer autant de balises classes, autant de balises ouvrantes fermantes classes. C'est-à-dire si on va faire le mapping de 3 classes, dans le même fichier de mapping, on peut déclarer les 2 balises ouvrantes et fermantes classes, on peut les déclarer 3 fois. Donc il faut commencer toujours par Hibernate Mapping. Bien sûr, il y a le chemin du fichier DTD. Par la suite, c'est Hibernate Mapping. À l'intérieur, on va mettre classe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de classe? Bon, déjà, on a dit que la première des choses, donc il faut spécifier le doctype, il faut spécifier le fichier DTD, de telle sorte à pouvoir vérifier le contenu ou bien la syntaxe de notre fichier XML de mapping. Et par la suite, entre les 2 balises Hibernate Mapping et la fermeture d'Hibernate Mapping, donc on va déclarer une balise de type classe et on va la fermer à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver entre les 2 balises ouvrantes et fermantes classe? Donc on va trouver le mapping de la classe. Donc la première des choses, on va mettre name égale comme.package.employé. Donc si jamais la classe employé, on l'a déclarée à l'intérieur d'un package, donc il faut spécifier tout le nom du package. Et par la suite, on va spécifier le nom de la table. Donc ça veut dire qu'on va faire le mapping entre la classe employé qui se trouve dans le package com.mypackage avec la table qui s'appelle amp. Supposons qu'on ne va pas spécifier cette propriété. Donc le seul cas dans lequel on peut ne pas spécifier la propriété, c'est lorsque le nom de la table, c'est le même que le nom de la classe. Donc s'ils ont le même nom, on peut ne pas mettre la table. Et de même, lorsqu'on va essayer de la créer pour la première fois, on peut ne pas mettre le nom de la table. Donc si on a mis le HBM de ddl.auto, on l'a mis à la valeur create, c'est-à-dire on va créer, donc c'est Hibernate qui va créer la table, donc on peut ne pas mettre table est égal, et dans ce cas le nom de la table qu'il va prendre, c'est le même nom que le nom de la classe. Maintenant à l'intérieur, toujours il faut commencer par
par la balise ID. Donc pourquoi il faut commencer par la balise ID? Parce qu'on a dit que chaque classe, il devrait posséder un identifiant. C'est lui qui va jouer le rôle de clé primaire au niveau de la table. Donc la première des choses, c'est de travailler avec la classe ID, avec plutôt la balise ID. Donc pour ID name, pour ID, il faut spécifier le name, il faut spécifier la colonne. Ça veut dire que name, c'est le nom de l'attribut, et colonne, c'est le nom de la colonne au niveau de la table. Donc puisqu'on veut faire le lien entre ce qui est relationnel avec ce qui est objet, donc dans, dans toutes les balises de correspondance ou bien de mapping, il faut spécifier à la fois name pour les attributs et colonne pour les colonnes. Donc là, pour l'identifiant, on a spécifié les deux valeurs et on a utilisé une propriété particulière à l'identifiant, c'est le générateur. Par exemple, lorsqu'on travaille avec le SQL, pour créer une table, pour la clé primaire, on a le choix. Soit on va dire que la clé primaire, c'est auto-increment, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la spécifier, il va s'incrémenter automatiquement. Soit c'est l'utilisateur qui doit l'assigner, c'est-à-dire si on ne met pas auto-increment, à chaque fois qu'on désire insérer une nouvelle ligne, il faut spécifier l'identifiant. Donc assigner, ça veut dire c'est l'utilisateur qui va assigner cette valeur. Donc l'équivalent de générateur classe est égal à assigner. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va créer un objet, il faut spécifier son identifiant. Lorsqu'on va chercher à insérer une ligne dans la table, il faut toujours spécifier l'identifiant. Maintenant, on peut mettre assigné, donc on peut le changer, on peut mettre par exemple increment. Donc increment, c'est l'équivalent d'auto-increment, c'est-à-dire que l'utilisateur, même s'il va créer un objet avec l'identifiant 5, mais lorsqu'il va essayer de le persister et l'envoyer vers la base, donc on ne va pas utiliser cet identifiant, mais on va auto-increment, on va récupérer la dernière valeur et on va l'incrémenter. Bon, pour les autres attributs, on ne va plus utiliser ID, mais on va utiliser juste property name. Donc on va juste utiliser des propriétés. Donc property name, first name, colon est égal à first name. C'est-à-dire que toutes les informations qui étaient, ou bien qu'on devrait mettre dans l'attribut first name, on doit les projeter au niveau de la colonne first name. Bon, ça c'est pour le type length. Donc le type, c'est pas un type Java, c'est pas un type SQL, c'est plutôt le type Hibernate. Donc s'il y a des confusions, ça veut dire que si on travaille par exemple au niveau de Java, on travaille avec int. Et au niveau de PostgreSQL, comme exemple de SGBD, puisqu'on avait l'habitude de travailler avec, donc on va toujours l'utiliser. Donc si on travaille avec integer au niveau de PostgreSQL, donc il n'y a pas de confusion. Int et integer, c'est la même chose, donc il n'y a pas de confusion. Donc on peut ne pas mettre type égal, length égal. Mais généralement, les types qui posent des problèmes, c'est généralement au niveau des dates. Donc au niveau des dates, comme vous savez, déjà au niveau de Java, il y a plusieurs types de dates. Il y a celle qui fait partie de java.util, celle qui fait partie de java.sql. Et même au niveau du SGBD, donc il y a plusieurs types de dates. Il y a datetime, il y a plusieurs types. Donc c'est la raison pour laquelle, s'il y a des confusions entre le type de l'attribut et le type de la colonne, donc on peut travailler avec spécifier le type intermédiaire, c'est le type d'Hibernate. Bon, on va voir par la suite quels sont les types Hibernate qu'on peut utiliser. Donc juste pour dire qu'à l'intérieur d'une classe, il faut forcément vérifier la présence de la balise ID. Et par la suite, il faut toujours vérifier la présence de propriétés. Donc il faut avoir autant de balises properties que de balises qui sont, bien, d'attributs qui sont dans la classe. Donc l'élément classe, c'est le premier élément qu'on a ajouté. Donc ça permet d'associer une classe Java, ou bien des entités persistantes, à une table dans la base de données. Donc toujours, il faut commencer par l'attribut de l'élément classe. Donc classe, on va mettre name égale table égale. Donc l'attribut name, ça permet de spécifier le nom de la classe Java. Et l'attribut table, ça permet de spécifier le nom de la table qui correspond à cette classe. Maintenant, à l'intérieur, on a dit qu'il faut travailler avec l'élément identifiant. Donc on est obligé d'avoir ID comme premier élément, suivi de properties. Donc on doit avoir autant de properties que de propriétés autres que l'identifiant. Donc si on a une classe avec 10 attributs, et l'un des 10 attributs c'est l'identifiant, donc il faut utiliser une balise ID et 9 balises properties. C'est-à-dire que l'élément qu'on va déclarer avec identifiant, c'est plus la peine de le redéclarer avec property. Donc maintenant au niveau de l'identifiant, on a dit que l'identifiant c'est l'équivalent de la clé primaire au niveau de la table. Donc si on met ID name est égal à ID et colon est égal à amp ID, ça suppose que l'identifiant, ou bien l'attribut, on l'a appelé ID dans la classe, et dans la table, on va l'appeler amp ID. Si on a le même nom, donc on peut ne pas mettre colonne. Si on ne met pas colonne égale, ça veut dire qu'on suppose que le nom de la table, ou bien le nom de l'attribut, ou bien de l'identifiant, c'est le même nom que le nom de la clé primaire. À l'intérieur de ID, on a dit qu'on peut travailler avec générateur classe, ça veut dire comment on va faire pour générer l'identifiant. Donc on a parlé de plusieurs algorithmes qui permettent de générer l'identifiant. Donc on a parlé d'increment, c'est l'équivalent de increment. On a parlé d'assigner, ça veut dire que l'utilisateur c'est lui qui va assigner la valeur.
Donc les attributs de l'élément ID, donc on a besoin de name, c'est le nom de l'attribut dans la classe Java. On a besoin de colonne, donc colonne c'est le nom de la propriété ou bien du champ dans la table de la base de données SQL. Donc c'est optionnel dans le cas où le nom de la clé primaire c'est la même que le nom de l'attribut. Pour le type, donc quand même on a dit que c'est optionnel. Si jamais il y a des confusions entre le type de Java et le type de la base de données, donc on peut utiliser le type intermédiaire de mapping Hibernate. En plus de ça, on peut ajouter l'élément générateur. Donc générateur, il permet de spécifier le mode de génération de l'identifiant, de la clé primaire. Cet identifiant peut être généré automatiquement par la base de données. Il est globalement unique. Bon, il est unique parce qu'on aura vérifié l'unicité de la clé primaire. Et les identifiants peuvent être assignés par l'application. Donc les valeurs qu'on peut mettre dans le générateur, on a dit que increment, c'est l'équivalent d'auto-increment. Sauf qu'ici, c'est la machine virtuelle qui va générer les identifiants de type int. C'est-à-dire que la GVM, la clé primaire, ou bien la nouvelle valeur de la clé primaire, c'est la GVM qui va essayer de le faire. Comme on peut travailler avec identity, avec sequence, donc ça permet de générer des identifiants long, short, int spécifiques aux bases de données. Donc pour increment, ça veut dire que c'est le Java qui va générer la nouvelle valeur de clé primaire. Alors que pour identité séquence, donc c'est la base de données qui va essayer de le générer. Donc il faut juste se poser la question pour quelle base de données, ou bien quel est le mot-clé qu'on doit utiliser pour la base. Donc il y a des bases de données qui travaillent avec identity, il y a d'autres qui travaillent avec sequence. Donc il faut se poser la question, ce SGBD qu'on va utiliser, donc quelle est la valeur qu'il peut utiliser. Donc il y a d'autres éléments, il y a d'autres valeurs qu'on peut utiliser. Donc il y a aussi hello. Ça permet de générer des identifiants à partir d'une table dédiée et d'algorithmes performants. Donc il faut spécifier une table avec des valeurs prédéfinies. On va à chaque fois choisir une valeur à partir de cette table. Native, ça permet de générer des séquences. Donc il permet de choisir automatiquement soit identité séquence ou bien hello selon les possibilités offertes par la base de données. C'est-à-dire sans se poser la question, donc si on travaille avec PostgreSQL et on ne sait pas est-ce que c'est identité ou bien séquence, ou bien c'est hello. Donc dans ce cas, on peut mettre directement native, c'est-à-dire que c'est le SGBD qui va choisir entre les différents mots-clés. Il y a aussi assigned, donc on a dit que assigned c'est que l'application va effectuer l'affectation avant l'appel de save. Donc dans ce cas, c'est l'utilisateur qui va spécifier la valeur de la clé primaire. Il y a aussi foreign si jamais c'est une clé étrangère, c'est-à-dire c'est une valeur qui est fournie par un autre objet qui est associé avec la classe. Donc il y a la balise ID. Et en plus de ça, il y a l'élément property. Donc l'élément property il déclare une propriété de la classe au sens Java Bean. Donc les attributs de l'élément propriété, donc on est forcé, on est obligé de mettre le nom de la propriété, le nom de l'attribut. Pour la colonne, c'est toujours optionnel lorsque le nom de la colonne c'est le même que le nom de l'attribut. Donc si le nom de l'attribut c'est le même que le nom de la colonne, on peut ne pas mettre la propriété colonne. Donc dans ce cas, elle est optionnelle. Par défaut, c'est le même que le nom de la propriété ou bien de l'attribut. Cela peut aussi être indiqué dans le sous-élément colonne. Donc si jamais on va travailler avec plusieurs sous-éléments colonne, donc on peut le spécifier. Et le type, donc toujours, il est optionnel, c'est-à-dire s'il y a des confusions au niveau du mapping, donc le nom qui indique le type de mapping Hibernate, donc il faut forcément spécifier un choix parmi date, timestamp ou time, car Hibernate ne peut pas inférer seul ce type. Donc on a dit que lorsqu'il y a des confusions, principalement lorsqu'on travaille avec les valeurs de date et du temps, donc là, il y a toujours des confusions entre la valeur qui est du côté de Java avec la valeur qui est du côté du SGBD. Donc c'est pourquoi il faut spécifier le type intermédiaire, c'est le type Hibernate. Par exemple, si on veut travailler avec, au niveau de Java, c'était l'attribut date. Et au niveau du SGBD, c'est date embauche. Donc là, il ne va pas faire le lien entre la date qui est déclarée entre Java et la date qui devrait être déclarée dans le SGBD. C'est pourquoi on va déclarer un type intermédiaire, c'est le type, non pas le type SGBD et non pas le type Java, c'est le type d'Hibernate. Donc timestamp, ça veut dire que les deux valeurs, ils doivent contenir à la fois la valeur du jour, du mois, de l'année, et en plus de ça, il va ajouter la valeur sur le temps. Donc les types d'Hibernate, on a dit que ce ne sont ni des types Java ni des types SQL, ce sont plutôt des types qui sont propres à Hibernate. Donc parfois, on peut les détecter automatiquement. C'est-à-dire que si jamais il y a des types qui peuvent être mappés directement, comme le cas de int avec integer entre Java et le PostgreSQL, donc dans ce cas, on n'est pas forcé de mettre le type d'Hibernate.
Mais supposons qu'il y a des cas dans lesquels il y aurait des confusions, donc c'est là qu'on va travailler avec les types. Par exemple, si on va travailler avec string du côté de Java et varchar avec du côté SQL, si jamais par exemple on va travailler avec MySQL, donc là on va ajouter le type intermédiaire, c'est string. Si on va travailler, donc il y a plusieurs types, il y a big decimal, big integer, date, timestamp, time et timestamp. Donc là, généralement ça c'est ce qui est très utilisé. C'est lorsqu'on va faire le mapping entre les dates du Java avec les dates qui se trouvent du côté du SGBD. Maintenant, pour mettre en place cette configuration, donc la première des choses, au niveau du SRC, donc supposons que les deux classes ils se trouvent dans le package. Bon, la classe employée est une classe qui contient le main pour tester. Donc maintenant, les fichiers de configuration et les fichiers de mapping, où est-ce qu'on va les mettre? Donc il faudrait les mettre dans la racine des fichiers, la racine de source, c'est-à-dire directement dans SRC. On va mettre les deux fichiers, c'est-à-dire le fichier Hibernate cfg.xml et le fichier employé.hbm.xml. Donc les deux fichiers, on doit les mettre directement dans la racine. Donc il faut sauvegarder le fichier employé HBM.xml et le fichier Hibernate CFG.xml. Donc le suffixe HBM.xml est une convention dans la communauté des développeurs Hibernate pour faire le lien, pour faire directement le lien avec un fichier de mapping. Donc la même chose pour le fichier de configuration, on a dit qu'il doit se terminer avec le suffixe cfg.xml. Donc il faut ranger ce fichier à côté des sources Java pour qu'il soit visible via le classpath. Donc on va le mettre directement dans la racine. Donc supposons qu'on a déclaré la classe employée, on a déclaré le fichier de mapping, on a déclaré le fichier de configuration pour établir la connexion. Donc là, on va voir comment faire pour manipuler les objets, comment faire pour créer automatiquement la base de données et comment faire pour enregistrer les objets dans la base. Donc là, la première des choses, donc pour utiliser Hibernate dans le code, donc il est nécessaire de réaliser plusieurs opérations. Donc la première des choses, forcément, on a besoin de créer une instance de la classe persistante. Donc la première des choses, il faut créer un objet. Pour travailler avec Hibernate, on a dit que Hibernate c'est orienté objet. Donc la première des choses, c'est de créer un objet. Donc supposons à travers la classe qu'on vient de déclarer, on vient de créer un objet E1 de type employé. Donc l'étape qui doit venir par la suite, c'est d'établir la connexion. Donc pour établir la connexion, on doit charger le fichier de configuration. C'est-à-dire que c'est le fichier qu'on avait appelé Hibernate CFG.xml. Donc il faut déclarer un objet de type configuration et il faut le configurer à travers le fichier XML. Donc ces deux lignes, ça permet de charger la configuration à travers le fichier Hibernate cfg.xml. Et dans ce fichier, on a mis le nom du driver, on a mis l'URL, le mot de passe, l'utilisateur. Donc automatiquement, ces deux lignes, ils permettent de charger la configuration pour établir la connexion. Et par la suite, on va créer une instance de la classe session factory. Donc de même, on va juste créer une session factory. Et par la suite, ça permet d'ouvrir une session. Donc l'ouverture d'une session, donc on est toujours obligé d'ouvrir une session parce que tous les objets ils seront liés à la session. Donc on va ouvrir une session. Et par la suite, si jamais on a besoin de sauvegarder l'objet E1, donc on va juste mettre l'opération save. Donc on va appeler la méthode save et on va l'appliquer sur la session qu'on vient de créer. Ça veut dire qu'on va le stocker dans la session, mais supposons qu'on va exécuter juste cette instruction et on va vérifier du côté de la base, on va trouver que l'objet n'a pas été enregistré. C'est pourquoi il faudrait valider la mémoire cache. Donc la première des choses, pour créer une nouvelle occurrence dans la source de données, il suffit de créer une nouvelle instance de la classe encapsulant les données, de valoriser les propriétés et d'appeler la méthode save de la session en lui passant au paramètre l'objet encapsulant. Mais on a dit que juste cette instruction, il ne permettrait pas d'enregistrer l'objet sur la base. Donc cette méthode, elle n'a aucune action directe sur la base pour enregistrer les données. Donc il faut réaliser un commit si on travaille avec la connexion, avec la transaction, ou bien faire directement appel à la méthode flash de la session. Donc c'est quoi flash? C'est valider le contenu de la session. Donc lorsqu'on met flash, donc ça permet de valider toutes les opérations qu'on avait sollicitées pour la session. Ça veut dire que si jamais on va mettre session.save E1, session.save E2, session.save E3, donc là on n'a pas sollicité le SGBD. On a dit que c'est parmi les avantages de Hibernate, c'est qu'on ne va pas solliciter le SGBD à chaque opération. Mais lorsqu'on va valider, c'est comme un commit pour la transaction. Lorsqu'on va valider le contenu de la session, donc c'est là qu'il va charger toutes les opérations qu'on a mis. Il va les charger à partir de la mémoire cache de Hibernate. Donc il va valider toutes ces opérations. Donc après session.flash, donc on va retrouver toutes les trois enregistrements, les trois objets.
Donc on doit retrouver les trois lignes qui se sont ajoutées. Supposons qu'on n'avait pas la base de données qui a été déjà créée. Donc dans ce cas, bon, supposons qu'on n'avait pas les tables. Donc la base de données, on va la créer, mais on ne va pas mettre de table. Donc supposons qu'il n'y a pas de table dans la base de données. Donc directement l'exécution de save E1, E2, E3, il va créer la table pour la première fois. Il va insérer les trois informations des trois lignes dans la table. Donc la syntaxe générale, bon, toujours, donc la première des choses, on va créer des objets, ce sont des beans qu'on va créer et on va les persister pour les envoyer vers la base. Par la suite, il faut configurer, il faut charger le fichier de configuration. Il faut créer session factory pour qu'on puisse créer la session. Il faut créer une transaction, donc si jamais on veut travailler avec une transaction, donc on va commencer une transaction, on va l'associer à la session, donc session.begin transaction. Et donc lorsqu'on va essayer d'exécuter save, donc save des opérations de manipulation des objets d'Hibernate, donc toujours ils sont susceptibles de lever une exception. C'est pourquoi il faudrait les stocker il faudrait les mettre dans un bloc try-catch et avec un traitement d'exception. Donc les opérations session.save E1, session.save E2, donc ils n'auront pas une influence sur la base de données. C'est-à-dire que même si on va mettre session.save E1 et session.save E2, on ne va pas retrouver les informations. Donc pour valider ces enregistrements, soit on va solliciter session.flash si on veut valider la session, soit on va faire un commit sur la transaction. Bon, pas besoin des deux à la fois, donc on va choisir, soit on va travailler avec la transaction, soit on va valider tout ce qui était à l'intérieur de la session. Et donc lorsqu'on va solliciter soit l'une soit l'autre, donc c'est là qu'on va retrouver les informations, bien les enregistrements qu'on avait sur la base.